Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du Tour de Suisse. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Top flop comme d'habitude, on reviendra sur les coureurs top, les bonnets d'âne du jour, les différents classements également en fin de vidéo, qui a réussi à s'en sortir, qui a peut-être perdu du temps du côté de ceux qui avaient pris un petit peu d'avance sur la première étape, et puis on parlera de l'étape de demain qui va être une journée encore un petit peu costaud au programme. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thank. Je remercie les gens qui font cet effort. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les différentes vidéos juste après leur sortie, puisque plus vous cliquez rapidement, plus elles sont mises en avant par YouTube. Et la solution la plus simple, c'est de rajouter la petite cloche. C'est juste à côté du bouton abonnez-vous. En fait, vous cliquez sur le bouton abonnez-vous et puis vous allez avoir un petit menu défilant avec toutes les notifications ou simplement les notifications importantes. Voilà, c'est ce qu'on appelle en jargon technique un petit peu la petite cloche. Étape numéro 4, on savait que ce matin, ça pouvait être une étape soit chiante, soit intéressante. Soit chiante parce que les coureurs se concentraient sur demain et voulaient faire leur effort simplement sur l'étape de demain et sur l'étape de samedi avant le contre-la-montre de dimanche. Ou soit il y avait des coureurs qui commençaient à enclencher dans cette difficulté qui nous emmenait jusqu'en Italie, parce qu'en fait... c'était découpé en deux morceaux, mais c'était quasiment 35 km de montée qui était prévu au programme. On en avait parlé hier. Donc il y avait vraiment ces deux possibilités-là, soit une étape pas très passionnante avec pourquoi pas une échappée qui va au bout, ou un gros groupe à l'arrivée, soit on commençait à enclencher du côté des différentes difficultés. C'est la deuxième option que nous avons eue, c'est-à-dire une étape très animée dès le début de journée. 55 km/h dans la première heure de course. Voilà. Donc ça, plus de 55 km/h dans la première heure de course, au pied de la difficulté du jour, de cette longue montée de 35 km, on était à plus de 50 à l'heure encore. Donc après 1h45 de course, en gros. Ce qui est énorme. L'échappée a pris 1 minute 30 d'avance. En gros, elle n'a jamais pu se développer énormément. Il y a eu très peu de temps une échappée. Il y a eu beaucoup d'attaques, mais très peu de temps une échappée. Tout simplement parce que dans la montée, UAE a décidé de faire le tempo. Dans un premier temps, un tempo qui ne paraissait pas si impressionnant que ça, de la part de la formation, parce que c'est vrai que quand Großschartner s'est écarté et que Almeida a fait sa première accélération, il y avait encore tous les leaders, en gros, du classement général, et tous les coureurs plutôt bien positionnés dans ce classement qui étaient là. Et puis, au fur et à mesure, Almeida a profité des différents lacets pour réaccélérer juste après les lacets et faire mal aux coureurs qui n'étaient pas forcément extrêmement bien positionnés, notamment nos coureurs français, 2, 3, 4 fois. Et au bout d'un moment, ça a craqué. Il a réussi à s'en aller dans un premier temps avec O'Connor et Kemna. Avec pas du tout O'Connor et Kemna, avec Olney, dont on avait parlé hier, et Félix Gall, et puis ensuite il est parti tout seul comme un grand à 53 km de l'arrivée. Il n'a jamais été repris, déjà parce qu'il a pris quand même pas mal d'avance dans la montée. Il y avait quasiment 50 secondes sur le groupe de 2 et puis une bonne minute et demie, notamment sur le groupe de 4, parce que vous aviez Vauclin qui était revenu et je ne sais plus qui, dans ce groupe de 4. Et puis le groupe Romain Grégoire, lui, était bien plus distancé à quasiment 1 minute 25, car il avait lâché Vauclin. On a eu la descente avec pas mal de lacets. C'était une bonne descente, c'est-à-dire que c'était pas dangereux, mais il fallait savoir manier un vélo du côté de cette descente, que même les traversées de village, ça allait. Pourtant, j'ai eu peur quand j'ai vu un village en Italie. Je me suis dit, ouh, comment ça va se passer? Et puis, je dirais que c'était l'Italie, mais avec plutôt des routes propres.
comme ce qui n'est pas toujours habituel du côté de l'Italie au niveau de l'état des routes. Et puis ensuite, eh bien, ça a été plutôt calme hein, sur la fin d'étape du côté de ce Tour de Suisse. Donc voilà, belle victoire de Almeida. Derrière, il y a eu pas mal d'attaques, mais on a eu du mal à véritablement sortir. Et puis sur la fin, vous avez O'Connor et Only qui arrivent à ressortir, à reprendre un petit peu d'avance sur Vauquelin, notamment et Robin Grégoire, avec un Vauquelin qui n'a peut-être pas été excellent dans sa manière de courir. Allez, on regarde tout de suite eh bien, les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs top, et bien entendu, João Almeida, le coureur portugais. Quelle étape! Quelle étape parce que, alors déjà, bon, bah, ce matin au briefing, c'était pas forcément sûr qu'une équipe décide d'avoir un comportement hyper offensif. Parce qu'encore une fois, on avait senti quand même certains coureurs résignés après la première étape et au matin de la deuxième étape. Bon, deuxièmement, demain, il y a aussi une très belle journée et peut-être que de faire un numéro sur cette étape 4 n'était pas forcément la bonne solution avec une étape 5 qui est compliquée le lendemain. Donc il y avait peut-être des réflexions du côté de certaines formations, du côté du AE, on a fait le job. Mais le tempo qu'a mis la UAE dans la montée, je me disais même, quand on a eu les premières images télé, je me disais, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, ce qu'ils sont en train de faire. Je me suis dit, bon, bah, peut-être un peu le vent de face déjà, qui jouait peut-être pas forcément en la faveur d'une échappée. Derrière, bon, ça roule, mais ça n'arrivait pas à faire péter le peloton. C'est-à-dire que quand tu regardes, quand Großschartner s'écarte, clairement, il y a encore il y a la Philippe, il y a même le néerlandais qui était quatrième qui était troisième, ce matin du côté de la Visma Leasebike, il y avait Bart Lehman qui était encore là. Enfin, il y avait encore une bonne bien 25 coureurs, donc c'est vrai que là tu te dis ça va être compliqué de lâcher du monde, il va falloir qu'il soit costaud Almeida. Et puis en plus il restait 5 km en gros hein, de montée à ce moment-là, et puis il décide de faire une première accélération. Bam, là, première accélération costaud, et il continue d'accélérer, bon voilà, ça revient de derrière, et puis il va enchaîner. Puis là, après derrière, il fait un sacré numéro dans le final, parce que dans la descente il perd un petit peu de temps, mais il arrive quand même à garder beaucoup d'avance, parce que cette descente en fait elle se décomposait en 3 parties, et à chaque fois il y avait un replat, il y avait 2 replats en fait dans cette descente, et sur les replats, bon, il arrive à faire la différence. Et puis il finit fort, pourtant derrière ça roule dans un premier temps, hein, parce que c'est vraiment dans les 5 derniers kilomètres où ça s'est désorganisé, mais ça roule. Et là, Almeida, oui, il a fait une sacrée perf, parce que derrière ça roule, mais le vent n'était pas forcément favorable. D'une étape quand même où la moyenne, je rappelle, on a fini une demi-heure plus tôt que l'horaire le plus rapide, indiqué par les organisateurs. 46,309 de moyenne pour 2800 mètres de dénivelé positif selon Pro Cycling Stats. Bon, et sous une température d'une bonne trentaine de degrés quand même, à un certain moment de cette étape. Donc non, impressionnant le rythme imposé par les différents coureurs, parce qu'il n'y a pas eu que UAE, et je trouve que Almeida a été costaud. Voilà, aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose à faire pour battre le Portugais. J'espère que Pogacar il a vu ça, parce que ça doit le rassurer sur l'équipe autour de lui. C'est vrai que sur le Dauphiné, j'avais pas trouvé l'équipe UAE incroyable. Là, il doit se dire, Almeida est déjà en forme, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et au moins, j'aurai un lieutenant pour m'accompagner et pour éviter de me faire trop fracasser par la Visma Leasebike. Alors même si, encore une fois, c'est quand même difficile de juger complètement cette performance d'Almeida. Oui, ça a été costaud, ok. Mais il faut rappeler aussi que la densité au départ de ce Tour de Suisse est assez faible. Tout le monde était sur le Dauphiné. Voilà, tout le monde avait décidé d'aller sur le Dauphiné cette année. Peut-être parce qu'il savait que ça serait la dernière fois que cette course porterait un nom intelligent et pas Auvergne, Rhône-Alpes, Tours, région, pays, je sais pas quoi. On dirait région Pays de la Loire Tour, hein, avec les noms à la con, c'est vrai que on aurait gardé le nom Tour de la Sarthe. Bon. Encore sur la région Pays de la Loire, tu peux te dire que Tour de la Sarthe, ça concernait que la Sarthe. Mais voilà, ils ont voulu faire un peu plus grand, mais alors ça fait des noms à rallonge. Voilà, région Pays de la Loire, Tours.
Ils auraient pu trouver un nom de course plus intéressant. Là, Auvergne-Rhône-Alpes, tu sens que c'est Wauquiez qui a payé. Et je me demande même combien ça coûte en argent public, ça, ce genre de conneries, parce que le naming, ça se paye chez HSO. Donc, je pense que ça se paye pas 20 000 euros. Voilà. Donc, combien ça coûte en argent public? S'il y a des élus d'opposition du côté de la région, ça serait intéressant à savoir. Vraiment. Combien d'argent foutu en l'air pour remplacer une marque qui existait, alors que ça fait depuis des années qu'on ne respectait pas la région du Dauphiné. Parce qu'à l'époque où ça partait de Metz, ça fait déjà depuis 20 ans que ça ne respectait pas la région du Dauphiné. Mais voilà, du côté d'Almeida, très très belle étape, grande journée du côté de Jean Almeida, et puis il peut être fier de ce qu'il a fait. Malgré tout, bon, certes ses adversaires se disent il est costaud parce qu'il a fait sa vente face, et c'est vrai que c'est impressionnant, mais ils doivent se dire ouais, mais l'équipe n'a pas réussi à nous décramponner, donc la UAE, peut-être pas si costaud que ça, mais belle journée. Tu reprends en plus pas mal de temps, quand même 1 minute sur Vauquelin et Grégoire, sur un retard de 3,17 au départ, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. En plus, tu prends 10 secondes de bonification. Et puis, même sur un Oscar Olney, sur des adversaires qui étaient un peu plus proches de toi, et ben là, tu fais une belle opération aussi. Donc, belle journée, voilà, du côté de Jean Almeida. Deuxième coureur top, O'Connor. C'était pas forcément une étape hyper favorable pour O'Connor. Une descente technique, c'est pas forcément là où il excelle le plus. Bon, l'équipe au départ, la Jayco Alula, c'est pas non plus une super structure. Tu vois, bon, il y a Euroschmidt et bon, tu as toujours Durbridge, mais c'est vrai qu'en haute montagne, tu sais que tu te retrouves très vite seul. Et sur un état comme ça, je pense qu'il savait qu'il allait être très vite en solitaire et il fallait pas qu'il se retrouve en difficulté. Et puis, c'est quand même un mec qui avait démontré, certes il fait podium sur la Vuelta, mais je rappelle qu'il a 5 minutes d'avance. Donc c'est pas forcément le meilleur grimpeur du monde, Ben O'Connor. Et c'est vrai que là, c'est un bon coureur, mais c'est pas forcément un coureur du niveau d'Almeida. Là tu te dis, bon, la journée peut être un petit peu compliquée pour moi, sauf qu'il a su être opportuniste à plusieurs reprises, qu'il a su être solide. Il n'a pas fait l'erreur non plus qu'il avait commis l'an dernier sur le Giro, vouloir suivre à tout prix à l'époque Pogacar et se brûler les ailes. Là, quand il a compris qu'il ne pouvait pas suivre, voilà, il a lâché l'affaire et s'est dit faut que je continue à faire mon effort. Non, et dans la descente, il travaille bien. À un moment, il suit Vauquelin aussi. Il a été opportuniste aujourd'hui, Ben O'Connor. Il a fait vraiment une belle étape. Et lui, eh bien, il a su saisir sa chance et revenir un petit peu et redevenir un danger. Parce que ça faisait partie des coureurs qui avaient perdu un petit peu de temps lors de la première étape, mais qui avaient quand même réussi à s'en sortir pas mal. Donc là, il a vraiment fait du très bon boulot du côté de cette étape. Et ça, c'est intéressant quand même du côté de Ben O'Connor parce que il fait partie des rares coureurs qui iront sur le Tour de France et qui auront un rôle important sur le Tour de France, surtout du côté du classement général. Et c'est vrai que 2 top 5 en 4 jours, c'est plutôt rassurant. Et puis ça montre que la jambe tourne bien, que les efforts peut-être faits lors d'un stage en altitude se sont plutôt bien passés. Donc c'est plutôt intéressant pour Ben O'Connor pour la suite et pour le prochain Tour de France, parce qu'on est le 18 juin, Tour de France qui commence le 5 juillet. Ça arrive vite maintenant le Tour de France, je suis même déjà en train de commencer à le préparer. Notamment, même si j'ai pas encore toutes les informations, donc je peux pas encore tout préparer, mais ça commence à prendre, on va dire, un petit peu forme. Et du côté de Ben O'Connor, ouais, très intéressant. L'étape du jour, et puis il lui faudra par contre une meilleure équipe. C'est là où ça va être un petit peu le problème, parce que du côté de la Jayco Alula, on a prévu qui? Groenewegen sur le Tour de France. Il y aura Dunbar. Alors c'est vrai que Dunbar aussi a fait des choses intéressantes sur le Dauphiné. Bon, je pense que O'Connor sera numéro 1 et Dunbar numéro 2 du côté de cette équipe. Après, c'est vrai que comme on emmène également Groenewegen, c'est pas forcément évident. Et puis on avait prévu d'emmener Michael Matthews, sauf que Michael Matthews, il n'ira pas
sur le Tour de France, il a fait un début d'embolie pulmonaire avec un stage en altitude. Et ils essaient de comprendre ce qui s'est passé, parce que là, pour le moment, le staff a du mal à trouver une explication. Mais c'est peut-être un mal pour un bien pour notre ami Ben O'Connor, parce que ça va peut-être lui donner l'occasion d'avoir un autre grimpeur avec lui pour compléter cette formation. Et ça pourrait l'aider. Après, peut-être qu'on donnera un autre rouleur autour de Dylan Groenewegen. Et puis je termine avec un dernier coureur pour aujourd'hui. J'aurais pu mettre Julien Lafilippe, qui a fait une belle étape. On est d'accord là-dessus. J'aurais pu mettre également Romain Grégoire, mais on en parlera un petit peu après de Romain Grégoire, vous allez voir, qui a fait une belle journée et qui est resté assez calme et qui n'a pas paniqué. Ça, c'est intéressant. Non, je voulais parler d'Lennart Kemna. Et ouais, parce que Kemna, ça fait du bien de le voir à ce niveau-là. 1-0-2 aujourd'hui, il est dans le bon groupe. Alors, il avait déjà fait une bonne première étape. Il faisait partie de ceux qui sont toujours bien positionnés au classement général. Sauf qu'il faut rappeler quand même que Lennart Kemna, l'an dernier, il fait une saison blanche. Il fait une saison blanche, 8e de Tirreno Adriatico, mais ensuite, il n'a pas couru, il n'a couru que 10 jours de course, 15 jours de course du côté de ce coureur. Et oui, il a eu un gros accident durant un entraînement après Tirreno Adriatico au tout début du mois d'avril. Et ça a été extrêmement compliqué de revenir pour Kemna. En plus, changement d'équipe. Voilà, il était chez Bora, il allait chez Lidl Trek. Il s'est fait également pendant cette période-là, mais il a dû se remettre d'une énorme... Enfin voilà, beaucoup de fractures avec cette chute, des multiples fractures, vraiment bien fracassées, et ça a été compliqué. Reprise assez tardive, parce que il n'était pas encore remis en janvier, tout simplement. Donc il est revenu en mars. Il a déjà couru en Suisse sur le Tour de Romandie, mais jusqu'à maintenant, c'est vrai que quand je regarde les différentes courses auxquelles il a participé, Tour des Alpes, Tour de Catalogne, Tour de Romandie, il n'y avait pas forcément eu de grands résultats. Pour tout vous dire, il a marqué seulement 13 petits points UCI jusqu'à maintenant, Lennart Kemna. Et là, ça commence à rematcher, à refonctionner pour le coureur allemand. Et c'est vrai que je me disais, cette génération-là, espoir, elle est quand même assez intrigante. C'est la génération Benoît Cosnefroy. Cosnefroy, Kemna, énormément de pépins physiques quand même pour ces deux coureurs. Et c'est vrai que ils ont du mal à franchir un cap. Et on rappelle que le troisième, c'était le troisième ou quatrième, je ne sais plus, je crois que c'était le troisième de tête, c'est Jaakko Hänninen, qui est aujourd'hui en Continental, après être passé chez Decathlon et pas forcément avoir eu de grands résultats. Je crois qu'on a rarement eu sur les 20 dernières années, enfin peut-être les 15, on va plutôt peut-être prendre les 15, une génération à ce point-là qui aura généré de la frustration, parce que Cosnefroy et Kemna, ce sont des coureurs frustrants. Kemna dans cette, je dirais presque impossibilité à être leader, parce que c'était quand même un coureur qui avait fait un gros burn-out à un moment chez Bora. Du côté de Benoît Cosnefroy, pas mal de petits pépins physiques, même si c'est un coureur qui a eu quand même pas mal de résultats et de bons résultats dans sa carrière. Mais tu te dis, s'il n'y avait pas eu ces problèmes, notamment de genoux, ces blessures à la clavicule qui arrivent parfois au mauvais moment, tu te dis qu'est-ce que ça aurait donné en termes de palmarès. Et c'est vrai que c'est une génération qui est très frustrante. Mais ça fait du bien de revoir Kemna, 28 ans, bientôt 29, donc il a quasiment l'âge, il a un an d'écart avec O'Connor. C'est pas tant que ça, de réussir à retrouver des bonnes jambes. Voilà, du côté de Lennart Kemna. Allez, Kemna. Parce qu'il y a un umlaut sur un tréma sur le A, donc c'est E. C'est Kemna. Voilà, en allemand. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On regarde tout de suite les bonnets d'âne du jour. Et je vais commencer avec un, je pense que beaucoup vont dire que je suis sévère, mais vous allez comprendre pourquoi. Du côté de Kevin Vauquelin. Alors certes, aujourd'hui il fait 5e. Physiquement, il a été bon. Vauquelin. Pas de problème. Physiquement, il est à un bon niveau. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci là-dessus du côté de Kevin Vauquelin. On est d'accord. Par contre, au niveau tactique, aujourd'hui, pour moi, il a raté des trucs. Notamment dans le final.
Kevin Vauquelin, alors il y a déjà pour moi une première erreur du côté de Kevin Vauquelin. On va revenir sur la chronologie de cette journée. Première étape pour moi et première erreur, je vais me réavancer parce que... Alors il faut savoir que c'est pas une faute, hein, que je m'écarte un peu du micro parce qu'on me l'a envoyé par mail. Il faut savoir que j'ai une chaise à roulettes et de temps en temps ça bascule un petit peu. Voilà, c'est des fois des... Voilà, c'est pour ça que des fois je suis un peu plus loin du micro, mais c'est pas fait exprès, c'est que je bouge beaucoup et donc je recule. Et que le fait d'avancer sur une chaise à roulettes, ça fait du bruit, donc j'essaye aussi d'éviter ce bruit-là. Mais du côté donc de Kevin Vauquelin, oui, donc première erreur du côté de Kevin Vauquelin. Comment vous dire, il est mal placé. Alors, Romain Grégoire fait la même erreur, hein, mais normalement dans la file des coureurs, il doit être plus haut. Tu peux pas, quand il reste 20 mecs, être 15e alors que t'es maillot jaune et que t'es maillot blanc. Surtout, on savait que cette montée-là, elle avait une particularité, ce sont des épingles. Tu sais très bien que les épingles, quand tu es dans les premières positions, la relance, ça fait pas mal. Par contre, quand tu es au-delà de la 10e place, la relance, elle fait très mal. Et en montée, la relance qui fait mal, c'est une relance où tu exploses. Encore plus dans une montée où on dépassait les 2100 mètres d'altitude. C'est-à-dire que tu savais que les 5-6 derniers kilomètres allaient être au-dessus de 1700 mètres, 1800 mètres. Et on sait qu'à ce niveau-là, faire un gros effort, se mettre un petit peu dans le rouge, c'est se plomber complètement. Donc là, déjà, pour moi, du côté de Kevin Vauquelin, il y a une erreur, c'est sur le placement. Dans la file des coureurs, par exemple, un Van Wilder est beaucoup plus haut. Tu vas pas me faire croire que Kevin Vauquelin n'était pas en capacité d'être positionné là où était Van Wilder. Richie Tello, je crois aussi, était un petit peu plus haut dans la file. Donc, voilà, je pense que Kevin Vauquelin pouvait se positionner un petit peu plus haut. On voit Oscar Onley, par exemple, plutôt bien placé. Ben O'Connor bien placé. Kevin Vauquelin devait être plus haut dans la file. Donc déjà, première erreur. Bon, ensuite, il arrive à revenir sur le groupe de 4. Ce qui montre quand même qu'il était très fort physiquement, parce qu'il revient sur Ben O'Connor, Oscar Onley, qui eux avaient suivi Almeida, alors que lui n'avait pas été en mesure de le suivre. Donc il a repris 10-15 secondes sur ces coureurs-là. Très bien. Dans la descente, il décide d'attaquer. C'est pas un mauvais choix, surtout que j'ai l'impression que dans ce groupe de 4, la collaboration n'était pas exceptionnelle. Il part avec Ben O'Connor, ok. Par contre, à partir du moment où tu es repris par Romain Grégoire, bah tu roules. Tu roules parce que tu roules avec Romain Grégoire. Parce que Romain Grégoire n'a pas d'équipier. Mais en gros, tu as vu que tu n'arrivais pas à reprendre le maillot jaune sur cette étape-là. Donc ok, c'est mort pour le maillot jaune. Par contre, tu peux éviter de perdre une minute sur Almeida. Là, vu comment la situation était à la fin de la descente, tu pouvais perdre aujourd'hui que 30 secondes. À la fin, tu perds une minute. C'est-à-dire qu'en gros, Vauquelin, il perd 15 secondes entre le sommet et l'arrivée, alors que Romain Grégoire, entre le sommet et l'arrivée, il gagne 30 secondes. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de ne pas rouler avec Romain Grégoire. Or, pour moi, fallait qu'il roule. Fallait qu'il roule parce qu'il était deuxième. Il savait qu'il ne pouvait pas distancer le premier. Sur les 10 km de plat, il ne pouvait pas distancer le premier. Que le premier n'avait pas forcément d'équipier. Que s'ils roulaient ensemble, ils n'allaient pas forcément... Qu'ils étaient très forts dans ce groupe-là quand même, il faut aussi le dire. Qu'ils n'avaient peut-être pas forcément beaucoup plus forts qu'eux. Qu'en roulant à deux, ils pouvaient éviter également les contres de Castrillo. Alors, ils pouvaient demander aussi à Julien Alaphilippe, pourquoi pas de rouler, mais bon... Les probabilités qu'il roule étaient quand même plutôt faibles, vu qu'il a passé quand même les bosses un petit peu à la limite, plus à la limite que Romain Grégoire, mais tu aurais pu demander aussi à Julien Alaphilippe de rouler. Et pour moi, Vauquelin, fallait qu'il roule. Pourquoi? Il pouvait pas... Si il se fait battre aujourd'hui aux bonifications par Romain Grégoire, ça passe de 25 à 29 secondes, en gros. 29 secondes, vu le contre-la-montre, il peut encore les reprendre. Kevin Vauquelin par rapport à Romain Grégoire. En plus, en sachant que la position du chasseur est toujours un petit peu plus facile que la position du chassé, un dernier jour. Par contre, un Almeida qui se rapproche à moins de 2 minutes de lui, parce que je rappelle qu'il est à 25 secondes, là, c'est pas une bonne nouvelle. Perdre une minute aujourd'hui pour Kevin Vauquelin sur Almeida, c'est une mauvaise journée. Et en sachant qu'il aurait pu, encore une fois, ne perdre que 30 secondes, pour moi, s'il collabore avec Romain Grégoire. L'erreur, c'est de ne pas avoir collaboré avec Romain Grégoire. De toute manière, s'il attaque
dans les 5 derniers kilomètres et imaginons Romain Grégor n'arrive pas à suivre. Il reprend quoi? 5 secondes? De toute manière, il ne reprenait pas le maillot jaune. Par contre, aujourd'hui, il perd 15 secondes par rapport à O'Connor qui se rapproche à 30 secondes de lui. Il perd 1 minute sur Almeida qui se rapproche à 2,10, 2,15, peut-être même pas de lui. Bah ça, c'est pas une bonne opération parce qu'un Almeida à moins de 2 minutes, tu sais très bien qu'Almeida sur le dernier contre-la-montre, c'est lui certainement qui sera le plus fort sur le contre-la-montre de 10 km. Donc, il va pas falloir perdre de temps demain. Et samedi non plus. Et ça va pas être si facile que ça sur Kevin Vauquelin, surtout qu'Almeida semble en grande forme. Faut espérer demain qu'Almeida ait un contre-coup de son énorme effort. S'il n'a pas un contre-coup, Vauquelin, au lieu potentiellement, s'il avait collaboré aujourd'hui et qu'il revienne à 30 ou 25 secondes, ce qui n'aurait pas autant mis non plus en confiance Almeida, parce que son gain aurait été plus limité, donc peut-être que voilà, il aurait été moins offensif le lendemain. Tu peux te dire qu'en faisant ça, tu gagnes le Tour de Suisse. Tu fais pas 3e, tu gagnes le Tour de Suisse. Bon, là, tu pars plutôt pour faire podium, voire peut-être un peu moins bien, parce qu'O'Connor, il est là, Romain Grégoire, s'il craque pas, t'as d'autres mecs qui peuvent revenir de l'arrière, Oscar Andy semble très fort, donc il va falloir se méfier du côté de Kevin Vauquelin. Et c'est vrai que son interview d'après-course, où il dit, en gros, je suis déjà content, même d'avant-course, je suis déjà content d'être là, pour moi, le Tour de Suisse, il est réussi. Alors déjà, un Tour de Suisse réussi, c'est un Tour de Suisse où tu es en forme physiquement, où tu as progressé physiquement, donc c'est pas sur les résultats que ça se compte. Pour moi, un Tour de Suisse, un Dauphiné, c'est sur ta forme physique. Donc c'est sur la semaine que ça se joue. Et en plus, si tu joues véritablement la gagne, eh ben là, c'est pas suffisant. Donc il y a un petit manque d'ambition quand même du côté de Kevin Vauquelin quand j'ai vu cette interview-là. Deuxième bonnet d'âne, Ion Izagirre. Il est porté disparu depuis le début de la course. Déjà hier, il perd du temps hier. Ion Izagirre, alors je vous en avais pas trop parlé. Nulle part Ion Izagirre sur cette semaine de compétition, ce qui est dommage pour la Cofidis parce qu'en termes de points, Maisonneuve il est quand même 30e, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Ion Izagirre aujourd'hui est 56e de l'étape, 45e au général. C'est quand même un peu difficile. Et là, tu te dis, le poids des ans l'a peut-être rattrapé, Ion Izagirre. Depuis le début de saison, 80 points UCI. Pas plus que 20 points de récupérer à chaque fois. Meilleur résultat, c'est 22e du Tour de Romandie et 19e de l'étape de Thion 2000. Donc autant vous dire que c'est quand même pas merveilleux en termes de résultats. On est bien loin du Ion Izagirre de 2024, mais aussi bien loin du Ion Izagirre de 2023 qui avait fait une saison assez exceptionnelle cette année-là chez Cofidis. Il est dans sa dernière année de contrat et je me dis qu'à 36 ans, c'est peut-être maintenant les limites du coureur. Normalement, il doit faire le Tour de France, c'est ce qui est prévu dans son programme. Il prendra les échappées, il ne jouera pas le général, mais même pour prendre les échappées, quand tu vois quand même la densité maintenant dans les échappées, et là cette année je pense qu'on aura une énorme densité au départ de grands coureurs qui prendront les échappées, parce que si Pogacar et Vingegaard décident de faire la course à 100% dès le départ, on peut avoir des gros écarts dès le début de la deuxième semaine, et à partir de ce moment-là, ça peut laisser beaucoup d'opportunités, parce que à des grands coureurs qui seraient pourtant dans le top 10 du général du Tour de France, mais déjà à plus de 10 minutes. Et c'est là où Ion Izagirre, qui n'est pas forcément fantastique, il prendra peut-être les échappées, mais il sera peut-être éliminé très vite des échappées. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la Cofidis, parce qu'il n'y a toujours pas de points pour les sprints intermédiaires, il n'y a toujours pas de sprint point UCI. Les points, c'est à l'arrivée que ça compte. Et pour Ion Izagirre, ça, c'est pas l'idéal. Et c'est pas l'idéal pour la Cofidis, parce que déjà, le Giro a quand même pas été terrible, mais le Tour de France, alors il faudra compter sur Aramburu, sur les étapes en boss. Simon Kerr, il reprend là, Simon Kerr, parce que pour l'instant il n'a pas couru, me semble-t-il. Oui, il a repris à la route d'Occitanie. C'est son premier jour de course, 58e du chrono sur la route d'Occitanie. Donc là, c'est quand même pas l'idéal. Voilà, je trouve, c'est un peu compliqué pour le moment. Donc on va voir ce que ça va donner
désormais du côté du coureur, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre un petit peu mieux, voilà, du côté de Yannis Aguirre, très discret cette saison. Puis je termine avec un dernier bonnet d'âne du jour. Là aussi un coureur très discret, une équipe très discrète, c'est la Ineos. Hein. Certes, on a eu l'abandon de Geraint Thomas, mais quand même, premier coureur au général, 32e, c'est Langelotti. Premier coureur de l'étape aujourd'hui, c'est également Langelotti. On a rarement vu quand même une équipe aussi loin, une équipe Ineos, dans une course quand même de préparation pour le Tour de France. Là, c'est quand même très inquiétant pour même un Carlos Rodriguez, qui déjà n'a pas fait non plus un Dauphiné formidable. C'était un peu coup-ci coup-ça, le Dauphiné de Carlos Rodriguez, mais où il y a des équipiers qui sont là sur ce Tour de Suisse. Geraint Thomas, qui là aussi on sent que le poids des ans commence vraiment à se faire sentir, qui est dans sa dernière année de course, n'a pas pris le départ ce matin par précaution, hein, il disait, au niveau du genou, ça c'est un peu tordu, en gros, donc bon, voilà, il n'y avait pas de douleur sur le vélo, mais quand même, on essaye de voir dans le temps comment ça va se passer. Et puis Laurens de Plus, qui a abandonné aujourd'hui, pas une bonne nouvelle, hein, du côté de la Ineos Grenadiers, et pas mal de coureurs qui ont fait quand même le forcing hier pour amener Geraint Thomas. On se demandait quand même pourquoi on essayait de faire autant le forcing pour Geraint Thomas, mais une équipe au départ qui est quand même assez faible, il faut bien le dire. Alors maintenant, on va aller chercher des échappées hein, du côté d'Ineos, il n'y a pas d'autre choix, mais c'est quand même particulier, voilà, ce Tour de Suisse du côté de cette formation, parce que oui, être obligé d'aller prendre les échappées, se retrouver à la rue un petit peu quand même sur une course de préparation au Tour de France, c'est quand même vraiment pas habituel du côté de cette équipe. Donc ouais, assez surpris du côté de la Ineos et du côté du faible niveau de performance de la Ineos. On regarde tout de suite les différents classements pour finir cette vidéo et puis le parcours de l'étape de demain. Almeida, donc vainqueur, 40 secondes d'avance sur Oscar Onley. Ben O'Connor, 3e. On retrouve ensuite Kevin Vauquelin, donc 4e devant Romain Grégoire au sprint, sauf que ça n'a pas apporté de bonification. Félix Gall, bon, Van Wilder, Champoussin, Lafilippe perd 2 secondes, c'est anecdotique. À 4,03, Blackmore, Madouas, encore une fois trop discret. Vlasov, qui a tenté un moment d'attaquer, mais bon, ça lui a pas vraiment réussi. Et puis Gegenhardt, Le Serre, Juan Pedro Lopez également, Zimmerman, voilà, qui finit à 6,33. Poles à 13,29. Et puis après, bon, on est dans les différents groupes étaux de fin de peloton. Michael Woods également qui a abandonné aujourd'hui comme Pelayo Sanchez, voilà, sur cette étape. Le classement général, Romain Grégoire toujours en tête avec 25 secondes d'avance sur Vauquelin. Julien Alaphilippe dépasse désormais Bart Lehmann et se retrouve 3e à 29 secondes de retard de Vauquelin. Par contre, on se retrouve à voir un Ben O'Connor. Ben O'Connor, il est à 31 secondes désormais de Kevin Vauquelin et à 56 secondes de Romain Grégoire. Kamna à 1,20 comme Castrillo et puis Almeida désormais à 2 minutes 07 seulement, je dirais, de Romain Grégoire, c'est-à-dire à 1,40 en gros de Kevin Vauquelin et Oscar Onley qui n'est pas très loin non plus à 2,53 devant Félix Gall et Champoussin et Oscar Onley fait la bonne opération du jour parce que maintenant il a 30 secondes d'avance sur Gall. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle également sur Van Wilder et Riccitello. Le classement du maillot vert, enfin du meilleur sprinter, parce qu'il n'est pas vert ce maillot sur le Tour de Suisse. Jean Almeida en tête avec 26 points devant Romain Grégoire. Oscar Onley 3e devant Quinn Simons et Kevin Vauquelin. Le classement de la montagne emmené par Félix Engelhardt, mais ça reste très serré derrière. Almeida à 12 points, Mauro Schmid à 12 points, Ben O'Connor à 10 points. Autant vous dire que Engelhardt, s'il veut conserver ce maillot, il devra peut-être partir en échappée demain. Le maillot blanc est emmené par Romain Grégoire devant Kevin Vauquelin. Pablo Castrillo toujours 3e devant. Désormais, on retrouve Oscar Onley et Van de Wilder. C'est Sam Maisonneuve qui a passé une mauvaise journée et qui descend à la 9e place de ce classement.
Et pour le par équipe, c'est Israël qui est en première tête, place, Israël première tête devant UAE pour 8 petites secondes. On retrouve ensuite la Lidl Trek à 52 secondes, la Movistar qui perd 3 places. Et puis ensuite la Picnic, la Bahreïn et la Visma qui perd également des positions. Pas une bonne nouvelle pour l'Arca qui perd 3 places quand même au niveau du classement par équipe. Groupama remonte un petit peu. Et puis Jayco qui est très loin. Hein. Ben O'Connor, 19 dans la file des voitures. Comme la Tudor également qui repère des positions. Contrairement à Soudal Quickstep ou encore à la Picnic qui fait la bonne opération du jour. L'étape de demain, c'est une étape dure encore. On part de La Punt pour aller à Santa Maria in Calanca. Une journée, compliquée. On passera par le Passo del San Bernardino. Voilà, pour retraverser normalement la frontière. Alors c'est assez marrant parce que c'est une étape qui se décompose en deux parties. Première partie d'étape, deux montées, on va dire, un peu classiques des Alpes que l'on peut retrouver en Suisse ou dans le nord de l'Italie. Ça a des montées assez longues, mais pas forcément des très très gros pourcentages. Et sur la deuxième partie d'étape, on va dire des choses que l'on retrouve plus en Suisse également, mais en Autriche, souvent. Des montées courtes, mais, enfin, l'une montée que l'on prendra à 2 reprises, courte, mais par contre avec d'énormes pourcentages, 4,5 km à 9,8 de moyenne. Voilà, donc le Julier Pass, vous voyez, c'est régulier, c'est de la route en prise. Bon, le Passo del San Bernardino, c'est long, mais voilà, encore une fois, c'est pas forcément très compliqué. Le Castaneda, là, c'est bien plus dur du côté de cette étape. Voilà, pour cette journée qui sera du côté de la Suisse. Hein. J'ai dit une petite bêtise, on quitte l'Italie pour aller en Suisse. Hein. On part pas de l'Italie, on part de la Suisse. La Punt, c'est en Suisse. Et on passera notamment par Saint-Moritz, connu pour sa piste de bobsleigh. Voilà. Pour ceux qui suivent également un petit peu les sports d'hiver. Vainqueur potentiel, moi je pense un leader du général. Je mettrais bien une petite pièce sur Oscar Only pour demain. Voilà, je trouve que c'est un type de parcours qui peut vraiment bien qui peut vraiment bien fonctionner pour lui. Avec cette petite bosse là, 9-8, c'est vraiment des choses qu'il aime plutôt pas mal, hein, Oscar Only. Donc je tente un Oscar Only demain. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires avec un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!